Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur les actus de la semaine et une présentation de la neuvième journée. Exceptionnellement, et parce que je suis pris par le temps sur un voyage très prochain, je n'aurai pas le temps de faire de montage sur cet épisode, donc je m'excuse d'avance pour les bégaiements, peut-être les ratés qu'il va y avoir. Mais en tout cas, c'est un énorme plaisir avec lequel je vous rejoins aujourd'hui. J'ai totalement omis de vous parler la semaine dernière, c'est le changement de calendrier de la MLS. Donc, on sait qu'il y a une semaine, les dirigeants des différents clubs se sont rassemblés ensemble pour aborder le sujet du calendrier, donc puisqu'ils voudraient passer sur un calendrier calqué sur l'Europe, même si bon, il y a quelques points qui vont différer dans les premières discussions parce que on sait qu'il y a certaines régions tout simplement aux États-Unis où c'est injouable l'hiver. Donc les premières notes qui en ressortent, c'est qu'il y aurait une phase régulière qui se déroulerait de fin juillet à début août jusqu'à mi-décembre. Ensuite, on aurait une trêve de 5 semaines de mi-décembre à février, là où on ne peut pas jouer aux États-Unis dans certaines régions. Puis une reprise donc de la fin de saison régulière avec ensuite les playoffs pour finir la saison fin mai, début juin. Il n'y a pas eu de note comme quoi il y aurait la Leagues Cup qui se déroulerait l'été, mais je pense que voilà, ça s'ajouterait donc potentiellement une MLS qui ne s'arrêterait jamais de jouer avec une trêve durant la Leagues Cup et puis l'hiver. Donc voilà un petit peu la nouvelle qui est quand même importante et en tout cas ça n'arrivera pas avant, ils ont dit, je crois 2027, donc ça laisse encore un peu le temps, il y a rien de décidé, ça se trouve ça ne va pas se faire. Mais voilà pour le potentiel changement de calendrier qui serait, énorme et puisque de toute façon, on voit que ça tend à le faire et l'USL va le faire, donc peut-être que les États-Unis vont le faire. C'est vraiment pour le côté mercato, le fait de pouvoir vendre ses joueurs un petit peu plus cher parce que quand vous devez les vendre l'hiver alors que les clubs font des mercatos d'ajustement, vous les vendez moins cher. Ça s'entend totalement, mais il y a quand même quelques complexités à prendre en compte. Eh bien écoutez, on va aller tout de suite sur l'actu des clubs. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour parler des actualités des clubs. Le premier club dont on va parler, c'est Houston. Alors, c'est pas forcément là où il y a le plus d'actualités, mais Houston a signé le gardien Jonathan Bond, donc l'ancien gardien des Galaxy, qui est à Watford. Il le signe jusqu'en 2026 avec une option pour 2027. Et on nous rapporte, Tom Bogert l'a confirmé, qu'ils allaient signer très certainement l'attaquant de Saint-Mirren de 27 ans, Toyosi Olusanya, donc un attaquant qui a joué 31 matchs dans le championnat écossais, 8 buts de passes décisives. Écoutez, je demande à découvrir, je ne connais pas du tout. Du côté d'Orlando, pas forcément des infos joueurs, mais ils viennent de prolonger leur coach, Oscar Pereira, jusqu'en 2028. Pas forcément le coach qui produit le jeu le plus abouti, mais c'est un coach qui va de l'avant et qui propose un jeu quand même assez sympa à regarder quand vous voulez passer une bonne soirée et regarder du foot où il y a des actions et des buts. On va passer à l'Inter Miami, donc qui serait proche d'un accord pour prolonger le contrat de Lionel Messi qui expire en fin d'année. Et puis le prolongement, ce serait pour 2026, donc, et faire en sorte qu'il soit là pour la Coupe du Monde et qu'il voit l'inauguration du nouveau stade qui est quand même un événement assez important. Mercredi, donc, on avait Lionel Messi, Busquets, Alba, Suarez qui s'entraînaient tous. Les absents de l'entraînement, c'était David Ruiz, Ryan Saylor, Santiago Morales et Israel Boatwright. On rappelle que les dernières infos en général de Miami, on arrive à les avoir le vendredi en début d'après-midi puisqu'ils s'entraînent en fin de matinée. Du côté de Columbus, je vais revenir sur un épisode de la semaine dernière, donc c'est le transfert de Gazdag qui s'est bouclé pour 4 millions en cash et 500 000 euros enfin 500 000 dollars, oui, parce qu'on parle en dollars, de bonus possibles. Il signe jusqu'à la fin de saison, donc certains ont été surpris, mais il y a une option pour 2026 avec un contrat d'IP, bien sûr. Donc Issa Toll, le DG, nous a expliqué un peu comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il est venu voir Nancy dans son bureau, il lui a dit qu'il y avait une vraie chance de signer Daniel Gazdag. Il a pensé au début que ce serait un oui direct de Nancy qui lui a dit qu'il voulait prendre le temps de réfléchir.
et d'analyser si ça rentrait bien dans son système. Et en fait, Nancy, il lui a dit oui. Et en fait, il a pris son tableau. Apparemment, il a un tableau avec tous les joueurs de l'équipe qui sont à chacun à leur poste. Et en fait, Nancy lui a fait une démonstration en montrant, après avoir réfléchi à Isato, le DG, à tous les postes auxquels pouvait jouer Daniel Gazdag. Et en gros, bah, il lui a dit que c'était oui et qu'il fallait y aller tout de suite. En fait, de ce qu'ils disent, la seconde où nous avons été au courant de sa disponibilité, a déclaré Isatol, c'était une évidence. Et ensuite, Daniel Gazdag, il dit que tout s'est passé très vite lorsque son agent, en gros, lui a dit que Columbus était intéressant et intéressé surtout. Il lui a dit bah, que ce serait une bonne décision et que c'était un nouveau défi parce que Philadelphie, clairement, n'était pas en capacité de lui donner plus. Il a un énorme salaire. On sait que Philadelphie, c'est pas un énorme budget. Et en gros, leurs deux envies étaient un peu éloignées. Ça collait pas. Et la meilleure solution bah, pour Philadelphie, c'est de récupérer du cash. Donc, ils ont récupéré déjà 3 millions sur Maglin. Et là, ils récupèrent 4 millions sur Gazdag, donc c'est un très bon coup. Et ils ont deux spots DP. Non, ils ont deux DP, pardon, excusez-moi, donc Heureux et Damiani. Et donc ça veut dire qu'ils en ont encore un de libre. Mais ils vont certainement, apparemment, opter pour un modèle, vous savez, avec deux DP seniors et 4 DP d'initiative U22 pour vraiment se renforcer. On va passer maintenant à Nashville. On a eu pas mal d'infos qui sont sorties. Donc, Beji Callahan, le coach, a dit que Walker Zimmerman suit toujours le protocole de commotion cérébrale, qu'il est au jour le jour et qu'il ne sait pas s'il sera disponible ce week-end face à Seattle. Brian Acosta, il s'entraîne enfin et il sera dispo pour la première fois ce week-end. Et ensuite, on a eu des infos de Callahan au sujet de Tyler Boyd, vous savez, l'ailier qui a été blessé depuis un long moment. Il espère qu'il pourra reprendre l'entraînement complet durant le mois de mai, mais il n'y a pas encore de date précise de retour. Seattle, donc qui va recevoir ce week-end Nashville, on a eu l'info comme quoi Rusnak est de retour à l'entraînement complet, Jordan Morris, Alex Roldan semblent être au complet également sur la dernière séance du mercredi. Ryan Kent a semblé en forme et prêt à jouer. Pedro de la Vega monte en puissance. Et Schmetzer, par contre, le seul absent qui est de taille, c'est qu'il a confirmé que Jackson Ragen allait être absent pendant 4 à 6 semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, blessure musculaire donc pour Jackson Ragen. Du côté de New England, donc Noel Buck, il n'a pas été convoqué le week-end dernier comme je vous l'ai dit. Tom Bogert nous l'a redit, comme quoi il y avait un transfert éventuel avec des clubs de MLS qui étaient très intéressés d'ici la fin du mercato, qui je le rappelle ferme le 23 avril, donc dans une semaine. Du côté de Saint-Louis, alors on nous a dit qu'ils étaient prêts à signer le milieu de terrain d'Augsbourg, Fredrik Jensen. Donc on voit toujours la filière allemande. Saint-Louis, ils espèrent, alors il n'y a rien de sûr, de finaliser le transfert d'ici la fermeture du mercato. Mercredi, on était à l'entraînement, donc pas moi, mais les spécialistes, les suiveurs. Et Totland et Horn s'entraînaient au complet. Nilsson et Ride travaillaient chacun de leur côté en solo. Il y a Bourki qui a été vu avec les gants, mais il participe pas aux activités de l'équipe, donc il est quand même réduit. Lowen, Durkin, Alm toujours absent et Yarrow était de retour à l'entraînement complet. Donc Lowen, on rappelle, qui est retourné en Allemagne pour des raisons perso et qui n'est toujours pas rentré, ça commence à être inquiétant, on n'a pas plus de précision. Du côté de Chicago, eh bien on nous a sorti la news comme quoi Chicago ferait les démarches pour éventuellement se rapprocher de Kevin De Bruyne et le signer. Donc on sait que Miami a récupéré les droits de découverte, mais ça n'empêche pas au club de voir s'ils sont viables pour pouvoir négocier avec le joueur. Et apparemment, Chicago essaie de voir si éventuellement il y a un coup à jouer. Donc ce serait un énorme coup s'ils arrivent à négocier avec De Bruyne. Bon, il faudrait qu'ils payent les droits de découverte acquis par Miami. Mais en tout cas, ce serait un énorme coup et une grosse surprise. Du côté de Montréal, donc Tony Marinaro a annoncé que Sinchuk, tenez-vous bien, a coûté 3,85 millions de dollars en frais de transfert. C'est totalement fou et qui toucherait actuellement, alors on ne le sait pas, on n'a pas encore eu les salaires publiés, un salaire de 600 000 dollars, ce qui en ferait le joueur le transfert de façon le plus cher de l'histoire de Montréal. Sinchuk, donc le jeune qui a montré des belles choses quand même ce week-end à son entrée, mais le problème c'est qu'il s'est mis à boiter à la fin du match d'entraînement de mercredi et qu'il a dû rentrer au vestiaire. Et bien sûr, Vrioni, il peut pas tenir une semaine sans se blesser, donc il a pris un coup sur le genou la semaine dernière à l'entraînement, et là il a arrêté l'entraînement plutôt hier, mercredi. Donc, Sinchuk et Vrioni, c'est quand même des joueurs qui sont payés cher, parce qu'il y en a un qui est DP et l'autre Young DP, et ils sont tout le temps blessés, donc c'est quand même un peu dommage. Du côté d'SKC, il y avait un joueur qui était à l'essai, qui a été reconnu, c'est Drew Yearwood, qui est un ancien joueur des Red Bull New York et de Nashville, donc qui pourrait éventuellement s'engager libre, un joueur qui joue au milieu de terrain. Du côté de Charlotte,
Zaha est encore incertain de ce que nous a dit Dean Smith. Il attend l'autorisation pour reprendre l'entraînement complet par rapport à son opération au niveau de son doigt et on devra en savoir plus certainement d'ici la fin de semaine. Tim Rim pourrait être de retour lui au plus tôt vendredi, mais Dean Smith a dit qu'il en dirait plus sur la soirée de jeudi, donc à suivre pour Tim Rim. Du côté de Vancouver, donc on a eu une info qui est parue, donc comme quoi LAFC aurait tenté de recruter André Koubas, leur milieu de terrain, sur un transfert en cash. Vancouver a rejeté l'idée. Et l'AS Roma, encore du mercato, hein, serait intéressé par Pedro Vité, donc ça a été démenti plus tard, mais il y aurait eu éventuellement une offre de 3 millions d'euros. Moi, ça me paraît énorme parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat à la fin de saison. Il ne trouve pas d'accord pour renouveler le contrat, on le sait. 3 millions, moi je suis Vancouver, je le vends direct, hein. Mais bon, écoutez, ça a été démenti, donc affaire à suivre. Mais je pense qu'il y aura de l'activité cet été du côté de Pedro Vité et un éventuel départ pour toucher un peu d'argent s'il n'y a pas de prolongation de la part de Vancouver. Du côté de Toronto, il y avait quelques absents mercredi, donc Wingo, Brynildson, Kerr, Montlouis, Gomis, Laria. Pas mal d'absents. Brynildson, c'est un joueur qui est encore blessé, c'est dommage parce que j'aimerais bien le voir un petit peu plus longtemps, ce qu'il peut donner sur le front de l'attaque, et cette équipe en a cruellement besoin. Du côté de Cincinnati, des nouvelles toutes fraîches. Donc c'est Kevander est de retour à l'entraînement depuis 3 jours et qu'il sera disponible ce week-end. Corey Baird est également de retour. Tina Jadebe sera sûrement prête d'ici 2 semaines. Yuya Kubo dans une semaine. Obinan Nwobodo est au jour le jour, hein. Et on a eu une nouvelle assez tragique. J'en parle parce que c'est un ancien joueur de Cincinnati. C'est le décès de Aaron Bupenza. Alors on nous a dit au début qu'il était décédé dans des circonstances un peu floues, comme quoi il serait tombé du 11e étage de sa résidence puisqu'il évoluait à Zhenjiang, excusez-moi pour la prononciation, en Chine. C'est assez flou et bon, son agent est intervenu. J'ai reposté sur X son communiqué qui est très impactant, comme quoi voilà, il nous dit que c'est un suicide. Personnellement, moi je ne le connaissais pas, mais j'ai un de mes anciens coéquipiers qui jouait en sélection nationale du Gabon avec lui, qui me disait qu'en effet, en dehors du terrain, il avait quelques démons qui le tracassaient et que bah, voilà, on savait qu'il avait des sautes d'humeur, des comportements un peu étranges à certains moments. Et même à Cincinnati, tout n'était pas rose, mais voilà, c'est une nouvelle tragique et son agent en parle bien en disant que aujourd'hui, bah, les joueurs sont encore trop vus comme des marchandises et pas traités, hein. Quand vous prenez la liste du nombre de clubs qu'a fait Aaron Bupenza ces dernières années, je pense que l'humain a été beaucoup mis de côté et que il a été voilà, bon. On sait que c'est compliqué de s'engager auprès d'un joueur qui peut être instable parce que vous savez que vous ne pouvez pas compter dessus, mais c'est encore une fois le côté mental, la santé mentale est mise trop de côté dans le sport de haut niveau et il n'y a pas que dans le foot et même dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, beaucoup ont honte de parler de ce type de suivi psychologique, mais il faut plus se cacher, hein. C'est quelque chose qui est aujourd'hui à rentrer dans les mœurs et qui est tout à fait normal d'avoir un apport et un soutien de ce côté-là. C'était la petite aparté, donc du coup, pour le décès d'Aaron Bupenza, tragiquement. Du côté de LAFC, donc apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi LAFC s'intéresserait à Giovanni Reina, l'international américain qui est clairement en échec en Europe et à Dortmund. C'est un peu le joueur qui a été annoncé comme une pépite. Alors il est encore très jeune, hein, faut pas oublier, mais qui est en train de un peu se gâcher en Europe. Donc il y aurait les Rangers, il y aurait LAFC, mais aussi d'autres clubs en Bundesliga et en Eredivisie qui seraient intéressés par le joueur. On va rester à LA, on va aller du côté du Galaxy, donc Greg Vanney qui nous a dit que Maya Yoshida, blessé au ischio-jambier, est encore à quelques semaines d'être prêt à rejouer. Il dit que la blessure semble plus grave qu'initialement prévu. Mauricio Cuevas sera disponible ce week-end, selon Vanney. Il nous a dit qu'il était prêt. Et Marco Reus s'entraîne sur le terrain depuis 3-4 jours. Il est possible qu'il soit disponible. Greg Vanney nous a dit qu'il aurait une discussion avec lui pour voir ce qu'il en est et savoir s'il est prêt. On rappelle, Marco Reus, c'est pour le moment un énorme flop en MLS, puisque c'est un joueur qui a certes remporté la MLS l'année dernière, mais son apport est quand même très désirable et vraiment pas au niveau d'un tel joueur qui, bon, on va le rappeler, quand même en Europe, arrivait vraiment au bout du bout, et je pense qu'il est allé prendre sa retraite d'oreille du côté de LA Galaxy. Et bien après les actualités, donc j'ai vraiment compilé les actus les plus importantes, on va aller tout de suite sur la journée à venir et les match-ups. C'est parti, on y va tout de suite. Comme d'habitude, on va faire le point pour vos jeux fantasy et vos paris sportifs du week-end.
Et on va aller tout d'abord et tout de suite sur les match-ups qui sont pour moi à éviter. Il y en a un, même si j'ai une préférence, c'est le premier match, donc enfin le deuxième match de la journée, c'est Columbus qui va recevoir l'Inter Miami. Columbus, pour l'instant, c'est la seule équipe qui est invaincue en MLS. Et là, ils vont avoir Gazdag qui va certainement être titulaire avec Rossi, avec Rowe. J'ai hâte de voir ça. Je ne le verrai pas. Mais c'est un match, je vous conseille de vous mettre devant. En plus, heure française, 22h30, c'est parfait. Miami m'a semblé vraiment épuisé le week-end dernier. Ils ont eu une semaine de récup, mais ils ont quand même la CONCACAF Champions Cup la semaine prochaine, donc la demi-finale face à Vancouver. On est toujours sur un match à but. Je pense que les deux équipes vont marquer et je vois l'équipe de Columbus l'emporter. Si je devais mouiller, je mettrais Columbus vainqueur dans ce match. Bien sûr, les joueurs décisifs, vous savez que pour moi, il y a Rossi et maintenant Gazdag, donc ça vous donne peut-être une double chance. Et de l'autre côté, on a l'inévitable Lionel Messi. Luis Suarez, on rappelle, et je crois avoir noté la stat, c'est qu'il a marqué qu'un seul but cette saison, hein. Donc, vous voyez, il a démarré très fort en CONCACAF Champions Cup, mais les doutes qu'avaient beaucoup de suiveurs sur l'état physique de Suarez semblent se confirmer. Donc, à voir, hein, avec une petite semaine de récup, ce que ça va donner, si ça fait tourner ou non. Mais en tout cas, voilà, je vois Columbus quand même favori à domicile, même si c'est un match où Miami, on sait à tout moment, peut retourner le match et le prendre et l'emporter. Le second match, c'est Montréal qui va recevoir Orlando, donc dimanche dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30. Deuxième réception de suite, Montréal a manqué quand même d'efficacité, faut le dire, face à Charlotte. J'avais noté qu'avec Vrioni, ça devrait être intéressant face à Orlando, mais Vrioni, bon, il est sorti blessé de l'entraînement, donc à confirmer. Orlando, c'est une équipe qui a retrouvé quand même de la solidité, beaucoup plus de qualité, et qui a beaucoup plus de qualité qu'à Montréal offensivement. Je les vois faire très très mal sur leur transition, on sait que c'est leur point fort. Ils ont des joueurs très rapides et qui sont capables de dégainer à tout moment une énorme palourde comme le sait le faire Pasalic. Donc je pense qu'on peut avoir un but des deux côtés, mais sur le côté victoire ou non, le victoire, j'irai pas vraiment dessus parce que Montréal reste une équipe quand même, on l'a vu la semaine dernière, solide à domicile. Et Orlando est une équipe qui est capable de craquer, d'encaisser 2-3 buts à l'extérieur. Donc je pense que ça va être un match sympa à regarder, mais à jouer peut-être hormis le but des deux équipes et allez, Murielo Pasalic du côté d'Orlando, je ne me mouillerai pas. Ensuite, c'est le match de New England NYCFC, donc à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche également. New England, il sort d'une victoire importante à Atlanta, hein, grâce à Carles Rill, hein, qui est impliqué dans tous les buts. Et de toute façon, ils en ont mis que 3 dans le jeu, donc c'est les 3 par Carles Rill. Et l'autre, c'était un CSC, on le rappelle. Donc c'est pour ça que c'est inquiétant. Même s'ils reçoivent, c'est inquiétant parce qu'ils ont du mal à marquer dans le jeu. Ils dépendent énormément de Carles Rill. Et NYCFC, c'est un peu une épine dans le pied, j'ai envie de vous dire. Ils viennent de taper Philadelphie chez eux. Et à l'extérieur, ils ont quand même pas encore gagné, puisqu'ils ont 4 déplacements, c'est 2 points, 2 buts pour et 7 contre. Donc, voilà pourquoi je me dis que ça peut être un match où on n'a pas forcément de but et pas d'équipe favorite. Donc, c'est un match pour moi à éviter, même si, vu que New England a du mal à marquer, j'irai sur un stack défensif, peut-être Thiago Martins, Matt Freeze qui est en grande forme en ce moment, donc le gardien Matt Freeze me plaît beaucoup, tout comme alias Ivasic qui est en très grande forme en ce moment du côté de New England, donc ça peut être possiblement un match où ça fait un 0-0. Voilà, je vous le glisse ici, vous en faites ce que vous voulez. Le match suivant, donc c'est Chicago qui reçoit Cincinnati dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30. Ça, c'est un match qui est vraiment sympa. Chicago a vraiment fait du mal à Miami, ils ont sorti un beau match. Mais ils n'ont pas réussi à s'imposer. C'est quand même 3 matchs et 3 nuls à domicile cette saison pour Chicago, donc qui n'arrivent pas à gagner et qui performent plutôt à l'extérieur. Cincinnati, ils continuent leur route, hein, même sans Evander, ça s'est bien passé. Et là, ils vont le retrouver. Donc, je pense à un réveil éventuel de Denki qui a quand même du mal dernièrement. Ils ont quand même perdu 2 fois à l'extérieur, Cincinnati, à Charlotte et à Philadelphie. Excusez-moi, à Philadelphie, qui est quand même deux belles équipes. Mais ils ont quand même gagné à DC et Nashville. Donc je me dis que même si c'est indécis et que si Chicago garde ce niveau, à Cincinnati, malgré le fait que ce soit une grosse équipe, je pense qu'on peut être sur un match serré. Mais en tout cas, je vois bien un but des deux équipes. Donc écoutez, Denki, je le vois bien reprendre la marche en avant avec Evander sous lui. Et puis du côté de Chicago, je pense qu'on a le trio devant. Donc c'est compliqué de choisir entre Zinkernagel, Bamba, Kuipers et Brian Gutierrez maintenant qui s'ajoute à tout ça. Le match suivant, enfin le match qui se joue en même temps plutôt, c'est Houston qui reçoit les Rapids à 2h30. Et donc Houston monte en puissance. Colorado est totalement imprévisible, on ne sait jamais ce que ça va donner. 2 défenses catastrophiques, 11 buts encaissés déjà pour Houston, domicile ou extérieur, et 12 buts
pour Colorado, les deux en 8 matchs. Donc je pense que ça peut être un match à but, mais à Houston, toujours méfiance parce que c'est une équipe qui peut être difficile à bouger sur son terrain. Et Colorado, bah, on ne sait pas ce que ça peut nous sortir. Ils peuvent les déglinguer, leur mettre 3 buts, comme ils peuvent prendre 3-0. Voilà. Donc wait and see, ce match-là, j'éviterai de le jouer. Le match qui se joue également en même temps, c'est Saint-Louis qui va recevoir Vancouver. Saint-Louis est-il la prochaine victime de Vancouver? Très très bonne question. En tout cas, ils sont pas rassurants parce qu'ils sont sur 4 défaites de suite et seulement 2 buts marqués en 4 réceptions. Artel en panne sèche. C'est quand même deux dynamiques totalement opposées parce que Vancouver, ils ont pris un but en 3 déplacements cette saison. Ils sont premiers, ils roulent sur tout le monde, ils surprennent tout le monde. Vancouver, la cote est quand même sympa à tenter pour moi, mais méfiance puisqu'ils jouent en CONCACAF Champions Cup contre Miami en midweek. Donc ils jouent à domicile, mais bon, ils vont avoir à se déplacer du côté de Saint-Louis et ensuite revenir à Vancouver. Donc ça leur fait un gros déplacement. Donc voilà, match de midweek pour Vancouver, donc peut-être que ça tourne. Donc j'attendrai les compositions pour jouer, mais en tout cas, Brian White est inévitable. Et Saint-Louis, bah écoutez, je pense qu'ils peuvent avoir du mal à leur marquer un but. Je dis ça, puis ça se trouve, Saint-Louis, ils vont se réveiller, on va leur mettre un 3-1. Et puis à Marcel Artel va être incroyable. Klaus, qui est un peu en difficulté devant le but, va mettre un doublé. Donc voilà pourquoi je n'irai pas sur ce match, même si la cote de Vancouver, j'ai regardé, est plutôt sympa. Un match à 4h15, c'est très précis en MLS, donc ça vous fera du 4h30 du matin. Ce sera entre Portland et LAFC, donc je l'ai mis dans les matchs indécis, parce que Portland est sur courant alternatif, même s'ils font un bon début de saison, hein, mine de rien, sur le plan comptable, vous prenez le classement, ils sont quatrième ou troisième, non, ils sont troisième de la conférence Ouest, ils ont une grosse force offensive, mais LAFC aussi, et LAFC a enfin gagné le week-end dernier. À l'extérieur, quand même, LAFC, ce qui me fait dire qu'ils ne sont pas favoris, alors que cette équipe est pour moi ultra solide et va se reprendre après son élimination en CONCACAF Champions Cup, c'est que si on les prend à l'extérieur, en prenant la CONCACAF Champions Cup, c'est 7 matchs, 6 défaites, une victoire. Donc, ils ont pris également 2 buts dans 5 de ces 7 matchs à l'extérieur. Donc voilà pourquoi je me dis qu'on peut avoir un match à but, même si Lloris est très fort dans les buts et que la défense est costaud. J'irais plutôt sur un plus de 2,5 buts, les deux équipes marquent et je jouerais les joueurs offensifs du genre Bouanga, Giroud, Pereira da Costa ou Moreno ou Kelsey. Donc voilà, il y a toujours. Le problème, c'est que ces deux équipes où, surtout Portland, offensivement, en fait, il y a trop de choix. Donc c'est compliqué, mais peut-être pour vos stacks de jeux fantasy, allez sur du Da Costa, Moreno, Kelsey, Bouanga. Moi, j'irais plus sur les line-up offensifs dans ce match et c'est toujours, quand vous regardez l'historique, un match à but entre ces deux équipes-là. Eh bien écoutez, après avoir vu les match-ups qui sont pour moi évités, on va aborder les match-ups qui sont intéressants. Il y en a pas mal et il y en a un, c'est Austin qui reçoit LA Galaxy à 1h30 dimanche. Attention au décalage horaire quand même, parce que c'est un match qui, j'ai regardé, va se jouer à 12h45, donc 13h. Donc on sait comment c'est, nous en Europe, les matchs à ce moment-là de la journée, souvent c'est un peu la sieste. Même si je dis avantage à Austin à domicile, malgré la gifle qui sont reçus à Vancouver, c'est quand même que 2 buts encaissés en 4 matchs à domicile et 3 marqués. Donc c'est pas énorme, mais c'est une équipe qui arrive toujours à faire la diff. Donc peut-être tenir le clean sheet pour Austin. Et les Galaxies, c'est vraiment compliqué, hein. C'est 2 points sur 12 possibles à l'extérieur avec 7 buts encaissés en 4 déplacements. Donc moi je vois quand même Austin favori. Le stack défensif, Brad Stuver, hyper intéressant. Et puis devant, j'irai pas forcément sur Brandon Vasquez où j'ai beaucoup de mal. Mais plutôt sur les deux ailiers, Uzuni et Boukari qui me semblent plus intéressants. Le match qui se joue en même temps et qui est intéressant pour moi, c'est Charlotte qui reçoit San Diego. San Diego, coup d'arrêt la semaine dernière, mais Charlotte, ils sortent d'un match où ils s'en sortent bien à Montréal, mais c'est une victoire qui est importante. À domicile, c'est un 4 sur 4 avec 4 victoires en 4 matchs, 10 buts marqués, 2 buts encaissés. Ils vont certainement récupérer Za en fin de semaine, donc peut-être qu'il sera sur le banc et ils seront quasiment au complet si Tim Rim revient. San Diego, ils ont connu leur première défaite le week-end dernier à Colorado, mais c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Mais là, ils vont traverser, ils vont aller jouer dans l'autre conférence, donc c'est quand même compliqué. Et ils ont encaissé quand même 5 buts sur leurs 2 premiers déplacements, qui sont soldés par 2 défaites. Donc je vois quand même Charlotte s'imposer. Le clean sheet, ça peut le faire, même si San Diego est une équipe redoutable avec Dreyer, Lozano, maintenant qui sont de nouveau tous les deux. Donc je pense quand même victoire de Charlotte en marquant au moins 2 buts face à San Diego et le clean sheet se tente. Donc pour moi, Kalinha, Malanda, ça va encore être très solide pour vos jeux fantasy.
Un autre match se joue en même temps et est intéressant, c'est pour moi Red Bull New York DC United. De Red Bull New York, ils vont retrouver leur pelouse où ils sont invaincus et c'est quand même pas la même équipe qu'à l'extérieur, je le répète. DC catastrophique à l'extérieur, un point en 3 déplacements, 12 buts encaissés, 3 buts marqués, donc en 3 matchs à l'extérieur, c'est quand même très très compliqué. Les Red Bull New York pour moi sont favoris, donc je vois Forsberg et Choupo-Moting être décisifs. Benteke reste quand même intéressant. Car même s'ils sont pas bons à l'extérieur, d'ici, il marque à chaque fois à l'extérieur. Enfin, il est décisif à chaque fois à l'extérieur. Sur les 4 matchs, c'est 3 buts, une assist. Et à chaque fois, c'est un score décisif. Et dans chaque match à l'extérieur. Donc Benteke quand même. Donc le clean sheet peut-être. Mais il y a toujours Benteke qui est capable de faire une div, de caler un coup de boule. Donc j'irai quand même sur Red Bull New York, marque au moins 2 buts et l'emporte. Et pourquoi pas un Benteke et son équipe s'incline, ça peut être sympa. L'autre match qui se joue en même temps et qui est intéressant, c'est Philadelphie qui reçoit Atlanta. Et vous allez dire Atlanta, bah ouais, mais Atlanta, c'est à beau être mon équipe, ils sont catastrophiques. Et tant qu'ils vont pas s'être repris, et bah pour moi, ils seront pas favoris, surtout à Philadelphie. Même si Philadelphie, depuis 3 matchs, a du mal et qu'ils ont perdu Gazdag. Ils pourraient avoir du mal encore à scorer, hein, mais parce que leurs neufs sont quand même en panne sèche. Mais j'irai quand même face à eux parce qu'en face Atlanta c'est une équipe qui a maintenant du mal, on va pas se cacher, c'est pas que de cette année ou l'année dernière, c'est depuis 3 ans. Le coach trouve pas la formule et à Philadelphie qui quand même monopolise le ballon, a un jeu bien installé, ça peut leur faire très mal, même si Atlanta en transition rapide ça peut le faire. Je pense que Philadelphie va quand même l'emporter parce qu'ils sont en avance sur le jeu collectif et les individualités d'Atlanta ont beaucoup de mal. Donc à noter également qu'Atlanta n'a gagné qu'une fois depuis sa création, donc depuis 2018 au Subaru Park. Donc j'ai du mal à croire que ça change encore ce week-end. Il y a un autre match qui est intéressant, c'est Seattle qui reçoit Nashville. Donc c'est à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Attention, 9 heures de décalage horaire. C'est un match pareil en début d'après-midi. Même si Seattle s'est rassuré la semaine dernière, hein, ils ont gagné à Dallas face à une équipe très très faible, il ne faut pas le cacher. À domicile, mine de rien, c'est 3 matchs, c'est 2-0-0 et une victoire 5-2 contre LAFC. Donc voilà, c'est une équipe toujours solide à domicile, même s'ils n'ont pas Ragen. Pour moi, ça va pas être mal. Nashville traverse tout le pays, tout simplement. Ils ont quand même beaucoup d'arguments à faire valoir hein, offensivement, mais c'est un gros déplacement. Et ils jouent sur un synthétique. Donc il y a eu 3 matchs entre ces deux équipes dans l'histoire. Et ça a toujours été des petits scores. Au total, il y a eu 2 buts en 3 matchs. Donc je vois bien peut-être un clean sheet de Seattle qui s'impose 1-0 ou 2-0 grand max. Mais je vois pas énormément de buts dans ce match. Donc les stacks défensifs et les gardiens sont intéressants. Le match que je vois aussi intéressant, c'est Minnesota qui va recevoir Dallas. Minnesota, après 2 déplacements, ils se retrouvent ils retrouvent leur pelouse. Donc ils sont invaincus depuis 7 matchs à domicile. Ils avaient perdu à... Ah excusez-moi, non, je vous dis des bêtises. Minnesota est invaincu, oui, depuis 7 matchs domicile ou extérieur. Ils avaient perdu au match d'ouverture contre LAFC. Et depuis, c'est 4 victoires, 3 nuls. Ils ont pris 2 buts en 3 matchs à domicile. Donc moi, je les vois ultra favoris face à Dallas qui a beaucoup de mal. Dallas, ils ont quand même pris 8 points sur 11 à l'extérieur. Donc c'est clair qu'ils sont plus à l'aise. Mais Minnesota, je les vois vraiment favoris à domicile. C'est quand même une équipe qui est très impactante, qui est poussée par un public. Donc je vois Minnesota marquer au moins 2 buts. Donc Yeboah, Oluwaseyi, toujours intéressant, et s'imposer. Vous noterez également Pereira qui est intéressant pour les jeux fantasy du côté de Minnesota. Le match suivant qui est intéressant, c'est Salt Lake qui va recevoir Toronto à 3h30 dimanche, donc gros déplacement pour Toronto. Jamais facile d'aller en altitude à Salt Lake. 5 matchs à l'extérieur, 11 buts encaissés, 2 points pris. Donc je vois là un peu le topo, même s'ils vont mieux et qu'ils sont plus solides. Salt Lake, c'est une équipe qui est un peu chiante, qui est très imprévisible. Mais je pense qu'ils sont favoris à domicile. Et je vois bien un joueur comme Diego Luna ou Mark Zook décisif. Mais voilà, j'ai pris un peu de risque sur ce match, de le mettre dans un match favorable à Salt Lake, vu que Toronto est un peu plus en forme. Mais je pense que Salt Lake à domicile a l'avantage de jouer en altitude, de connaître son terrain et de recevoir une équipe qui est quand même encore en plein doute et qui a du mal offensivement. Donc peut-être le clean sheet pour Cabral qui, on le rappelle, fait un très bon début de saison. Et enfin, le dernier match que je trouve sympa, c'est San José, bien sûr, qui va recevoir SKC à 4h du matin, donc dimanche, 4h30, excusez-moi. San José à domicile, ils sont capables de martyriser tout le monde, de vraiment faire du mal. SKC n'a pas été rassurant encore la semaine dernière, donc vraiment, je les vois favoris. Bon, les joueurs décisifs, vous les connaissez, Spinoza, Joseph Martinez, Arango, ça fait beaucoup de monde. À noter, peut-être que Daniel ne sera pas disponible, on n'a pas eu de nouvelles, vous savez qu'il est sorti la semaine dernière, donc à suivre sur mon compte X.
Eh bien écoutez, on a fait le tour et puis, je vais reprendre ma dernière phrase, c'est: si vous voulez les dernières informations, tout ce qui est tout frais pour la MLS, n'hésitez pas à me suivre sur X. En tout cas, un grand plaisir de vous retrouver. Je pense que je vais faire évoluer le podcast puisque je vois que les débriefs, c'est pas quelque chose qui passionne tout le monde. Il y a beaucoup moins d'écoute sur les débriefs que sur les actus et la présentation de la journée. Donc je vais voir comment je peux tourner ça si je repasse sur un format à un seul épisode semaine parce que c'est pareil, ça demande beaucoup de temps. Là aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps de vous faire le montage, donc je m'excuse pour les bégaiements et tous les petits hésitations que j'arrive à gommer d'habitude, mais ça prend beaucoup de temps à le faire. En tout cas, j'ai pas envie d'arrêter le podcast, soyez sûr. C'est un énorme plaisir de vous retrouver, de parler MLS. Je vais essayer aussi de faire intervenir plus souvent des personnes, mais je vous avoue que j'essaie d'enregistrer à mon temps, entre mes pauses, donc voilà. En tout cas, je vous remercie de la force que vous me donnez déjà dans vos commentaires et puis, merci de tous ceux qui le notent et qui le commentent parce que ça sert au référencement. En tout cas, je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, pas d'épisode sur MLS Time la semaine prochaine et ni de débrief. Donc, je vous retrouve d'ici dans une semaine et demie, tout simplement, pour reprendre et parler MLS. On aura beaucoup de choses à se dire. Je vais essayer d'avoir des invités. Les joueurs, c'est très compliqué. Avec Quentin Vesberg, c'était génial, mais je vais essayer de faire intervenir plus de monde. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, de donner de la vie à la MLS et je vous dis à très vite sur MLS Time.